Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Souveraineté alimentaire, l'État orienté vers le secteur horticole. Plus d'1 milliard de francs CFA distribués aux producteurs des Niayes pour booster la production maraîchère. C'est dans le cadre du PIEZAN, projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes. Gestion portuaire, Dakar et Miami ensemble pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires. Le tourisme en priorité. Une délégation du port de Miami aux États-Unis est en visite d'amitié et de coopération au port autonome de Dakar. Le panier de la ménagère s'appauvrit. Plusieurs produits et autres légumes se font rares sur le marché. Les seuls disponibles se vendent très cher. Nos équipes se sont rendues au marché Thiaroye et Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. Jeux de la francophonie, belle moisson pour le Sénégal. La délégation nationale est rentrée hier avec 25 médailles dans ses valises. Un parcours honorable pour les athlètes sénégalais. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Magal de Touba annoncé pour le 4 septembre prochain au CRD se tient présentement au ministère de l'Intérieur en présence de tous les acteurs concernés. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Je vous l'annonçais en début de journal, plus d'1 milliard de francs CFA distribués aux producteurs des Niayes. C'est dans le cadre du PIEZAN, un projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes. Il s'agit pour l'État d'asseoir la souveraineté alimentaire via le secteur horticole. La cérémonie de remise des chèques a été présidée par le ministre de l'Agriculture. Compte rendu, Pandambo. Cette cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du PIEZAN est aussi une occasion propice, dira le ministre, de baliser la voie pour une souveraineté alimentaire durable via le secteur horticole. En effet, la mise en application effective de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028 permettra sans conteste au sous-secteur horticole de satisfaire 3 exigences fondamentales. Dans un premier temps, il s'agit d'augmenter la disponibilité des produits horticoles, des aliments, des produits transformés, etc., en quantité et en qualité suffisante. L'objectif visé par cette orientation stratégique est d'augmenter durablement la production et la productivité horticole pour une offre variée et de qualité de produits à même de satisfaire les besoins de consommation des populations, de fournir des matières premières à l'industrie nationale de transformation et être compétitive sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Ainsi, ce financement alloué à ces jeunes hommes et femmes aura un impact considérable sur leur vécu. Il s'agit de renforcer le financement des services horticoles et des projets productifs avec, d'une part, le développement et la modernisation de la recherche, de la formation, du conseil agricole et rural et de l'appui institutionnel aux organisations de producteurs et productrices. Et d'autre part, à l'émergence d'exploitations horticoles professionnelles, créatrice d'emplois et capable de contribuer activement au développement durable du secteur agricole. C'est avec une grande satisfaction qu'on constate la bonne réussite du PIEZAN. Depuis février 2021, date de démarrage des activités du projet, on a octroyé les 70% du crédit concessionnel et dépensé les 50% de la contribution à don. Ce qui a permis, grâce à l'excellent travail de l'unité de gestion du projet, d'atteindre des résultats concrets, comme par exemple le financement des 322 sous-projets, 110 l'année passée et 222 cette année, avec les guichets de développement économique. Un montant de plus d'1 milliard de francs CFA pour 222 sous-projets, 15 sociétés coopératives, 4 unités de transformation et 6 champs écoles de démonstration répartis dans les Niayes, zone d'intervention du projet. Au même moment, le Sénégal lance le processus d'élaboration de la loi de promotion et d'industrialisation du pays. La cérémonie s'est déroulée ce mardi en présence des partenaires allemands. La mise en place de ce document fait suite aux instructions données par le chef de l'État après la validation de la nouvelle politique stratégique d'industrialisation 2021-2035. Mamadou Sakine. Accompagner le mouvement d'industrialisation à travers un corpus qui définit le cadre législatif et réglementaire du secteur, c'est l'objectif de la rencontre annonçant le lancement du processus d'élaboration
de la loi de promotion de l'industrialisation du Sénégal. L'axe 1 porte sur la transformation des ressources agricoles, sylvopastorales et halieutiques. C'est-à-dire tout ce qui est produit ici, je donne l'exemple en Casamance, l'anacarde, la mangue et autres, il faudrait promouvoir la transformation de ces produits-là ici au niveau local. Donc c'est une transformation industrielle. L'axe 2 de cette nouvelle politique porte sur la transformation des ressources minérales et d'hydrocarbures. Troisième axe, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée. Le quatrième axe porte sur tout ce qui est industrie d'assemblage, d'innovation. L'élaboration de ce document fait suite aux directives du président de la République après la validation de la nouvelle politique stratégique d'industrialisation 2021-2035. Il s'agit d'un exercice extrêmement important pour l'industrialisation du Sénégal qui a enregistré des bons qualitatifs. Et j'en voudrais pour preuve le classement du Sénégal à la 7e place de l'industrialisation de l'Afrique. Cet indice qui a été publié par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'ONUDI lors du sommet de Niamey. Cela consacre les efforts importants qui ont été déployés par le Sénégal pour promouvoir son industrialisation à travers notamment les projets phares que sont les plateformes industrielles, les agropoles, le hub minier régional et les paris industriels. Pour consolider ces résultats, l'État peut compter sur ses partenaires. Nous sommes très contents que nous accompagnions le ministère et le gouvernement sénégalais pour relancer ici le secteur d'industrie qui est très important pour avoir un développement économique durable qui est bon pour le pays, aussi avec des aspects verts, qui est très bien aussi pour le climat et pour l'écologie, pour créer aussi des emplois pour les jeunes. Après cet atelier, une série de consultations va être menée sur l'ensemble du territoire. Le but visé est d'aller vers une territorialisation de la politique d'industrialisation du Sénégal. Après Dakar Kaolack, le projet Agri-Jeunes Tekki Ndaw accompagne les bénéficiaires dans la réalisation de leurs projets par la formation et l'accès au financement. Les bénéficiaires de la zone centre se sont retrouvés justement en assemblée générale constitutive de la mutuelle de cautionnement. Cette année, 100 millions de francs CFA sont injectés pour faciliter l'accès au crédit. Plus de précisions avec Claire Diop. Assemblée générale constitutive de la mutuelle de cautionnement de la zone centre, les bénéficiaires sont venus de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Ces derniers approuvent les statuts et règlements de la mutuelle. Les organes de la structure sont aussi en place. Le système offre aux jeunes agripreneurs une solution de mutualisation des risques visant à garantir les prêts des adhérents. C'est une étape extrêmement importante dans le processus de mise en place d'un instrument innovant qu'on appelle en fait la mutuelle de cautionnement, qui est en fait un instrument qui permet aux agripreneurs qui ont des difficultés d'accéder au crédit de pouvoir disposer en fait d'un mécanisme pérenne. Ça c'est extrêmement important pour pouvoir en tout cas avoir des facilités pour pouvoir accéder en fait au financement auprès des institutions de financement. Faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets structurants. L'objectif visé dans la démarche, une innovation de taille. Les jeunes sont mis au cœur du dispositif, notamment dans le fonctionnement. Avec cette mutuelle-là qui sera gérée par les jeunes eux-mêmes et pour eux, au-delà même du projet Agri-Jeunes, ils vont disposer en fait de ce mécanisme-là. Ils vont continuer à le gérer pour qu'il puisse leur permettre de pouvoir avoir en fait des garanties pour pouvoir accéder en fait au financement. Donc c'est en fait ça le caractère innovant. Et je dois dire que c'est la première fois en fait que ce genre de dispositif est mis en place au niveau du Sénégal et même je dois dire au niveau de la sous-région. Et donc aujourd'hui il y a à peu près plus de 253 jeunes qui sont là, qui ont déjà libéré leur adhésion pour un montant de plus de 2 millions. Et ça, c'est extrêmement important. Ça montre en fait l'engagement de ces jeunes là à pouvoir en tout cas avoir un crédit. Et le projet Agri-Jeunes pour cette mutuelle-là va donc mettre à la disposition de la mutuelle un fonds de
de 100 millions pour cette année 2023 et en 2024 également, le projet va renforcer en fait le fonds. Cette mutuelle donnera plus de perspectives aux jeunes. Beaucoup d'entre nous ont fini les formations depuis février passé, donc on a noté beaucoup de lenteur par rapport à l'obtention des financements. Avec la mutuelle, nous espérons l'accélération et pouvoir matérialiser nos projets. Ce fonds de garantie accompagne les jeunes agripreneurs dans la concrétisation de leurs projets de développement. Il servira à garantir les prêts des jeunes agripreneurs membres. L'activité rentre dans le cadre du projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs déroulé par l'État du Sénégal et ses partenaires. La politique a apporté un appui financier sous forme de subventions pour l'acquisition de moyens de production, mais aussi les compétences techniques et managériales nécessaires pour la réussite du jeune. Dans le cadre de la formulation du plan d'action prioritaire PAP 3A, le ministère de l'économie du plan et de la coopération a organisé une tournée nationale de partage dans la région de Thiès. Il est ressorti que les investissements de l'État du Sénégal ont porté leurs fruits car Thiès est devenu en quelques années un hub économique qui hausse le niveau de vie des populations sur place. Fatima Tabanelba. Au regard de tout ce qui se passe comme activité économique, la région de Thiès contribue à hauteur de 15% dans le PAP 3A. Ce qui démontre de l'importance de Thiès en tant que hub économique avec l'aéroport de Diass, le port de Ndayane, l'école nationale d'aéronautique, entre autres. Thiès, c'est surtout avec la relance du chemin de fer. Donc Thiès, Dakar, jusqu'à Tambacounda, et Thiès va jouer un rôle capital dedans. Le TER, peut-être il y a un projet effectivement qui va être étendu jusqu'à la région de Thiès. Le TER va venir à Thiès. Et beaucoup d'autres projets structurants. Et on a vu qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements structurels. Donc, et grâce à des programmes comme le PUDC, comme aussi le PACASEN. Et il faut le dire, beaucoup de collectivités territoriales ont changé de visage grâce au PACASEN. Et il faudra renforcer les efforts dans ce sens pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans le cadre de la formulation du plan de développement et son plan d'action prioritaire, il est ressorti que l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'investissements dans le domaine de la santé, de l'éducation, des transports et de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les filets sociaux. Toutefois, Thiès présente un important taux de chômage. L'enseignement professionnel et technique devrait être davantage promu pour une meilleure accessibilité des jeunes au marché de l'emploi. L'État fait d'énormes efforts, beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été initiés. Et le tout dernier programme, c'est le Khéindawi, il y a d'autres aussi. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir insérer ces jeunes. Voilà, donc il faudra effectivement que le secteur privé aussi joue son rôle. Donc, l'État est là pour effectivement créer les conditions, les conditions d'apprentissage, les conditions de formation et tout. Mais pour l'insertion, il faut effectivement que le secteur privé puisse effectivement contribuer davantage à l'insertion. Et aussi l'auto-entreprise. Je crois que si les jeunes ont une qualification, ils peuvent effectivement être des entrepreneurs. Heureusement que l'État du Sénégal a mis en place un système pour développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. À partir de ce moment, les jeunes qui auront le BFM, qui auront donc le bac, et même jusqu'au niveau de première terminale, pourront donc faire une formation dans le domaine professionnel technique pour être opérationnels sur le champ. Durant cette réunion, l'exécutif régional a fait part de son engagement à accompagner les axes prioritaires du PAP 3A soulevés par les acteurs de la région de Thiès. Direction à présent Lumbal Baladi, c'est un village de la commune de Woré-Fondé. La localité étrenne son poste de santé en établissement de dernière génération réalisé par l'État du Sénégal à travers AGETIP. L'ouvrage porte le nom du député maire Farbangom Bachir Ba. Lumbal Baladi s'est mobilisé pour donner un cachet particulier à cette journée. L'infrastructure réalisée dans cette localité, au-delà de l'esthétique, est vitale pour ses habitants. Elle est équipée de matériel de dernière génération. C'est un poste de santé au standard et on trouve le minimum. Et il sera possible certainement avec sa mise en service de beaucoup soulager les populations parce qu'elles n'auront plus à faire d'énormes kilomètres pour aller jusque dans d'autres contrées pour pouvoir bénéficier donc de prestations de qualité. Tout a été mis en œuvre pour mettre les patients et le personnel soignant dans un cadre adéquat aux populations de s'approprier leurs biens.
Nous avons construit un dispensaire, une maternité, un logement ICP, une clôture et une extension même de l'électricité pour permettre aux professionnels de la santé de pouvoir jouer pleinement leur rôle pour relever, comment dirais-je, le défi d'accès à la santé. C'est un besoin qui était là, qui vient d'être vraiment réglé. Et Inch'Allah, la mairie et la population vont accompagner cette infrastructure-là. Jadis bourgade délaissée et oubliée, Lumbal Baladji sort petit à petit de l'anonymat. Plusieurs réalisations y ont vu le jour depuis quelques années. En 2009, Baladji manquait de beaucoup de choses et que nous avons réussi avec M. le Président Macky Sall de pouvoir réaliser ça. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas un poste de santé, il n'y avait pas d'électricité. Toutes ces trois choses ont été réalisées dans le ministère de M. Macky Sall. Peuplé d'environ 5000 âmes, le village de Lumbal Baladji est à 10 km de la route nationale 2. Avec ce poste de santé de dernière génération, c'est une difficulté majeure qui vient d'être résolue. Une délégation du port de Miami aux États-Unis en visite d'amitié et de coopération au port autonome de Dakar. Il s'agit de renforcer l'axe Dakar-Miami à travers l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans le domaine du tourisme avec les navires de croisière. Amadou Diallo. La Chambre de commerce américaine à Dakar considère cette visite comme une opportunité de renforcer le partenariat entre Miami et Dakar. Les deux villes ont une grande ouverture sur l'océan. Les deux ports pourront ainsi échanger sur leurs expériences et expertises dans les domaines du management, des opérations cargo, de la sécurité maritime, des infrastructures, entre autres. Dakar et Miami sont en train de marquer dans l'histoire de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal une possibilité, une large possibilité, dirais-je, parce que ce brassage interculturel nous permettra de faire bénéficier de Miami l'histoire de ses origines. Parce que vous l'avez dit, madame, 54% de vos élus viennent de l'immigration. Une immigration source de diversité culturelle avec un fort impact économique grâce notamment au tourisme. Vous êtes revenus pour vivre toute la quintessence de l'historicité même de vos origines. Nous devons vous rendre la main et vous offrir Dakar comme porte océan. Cette porte de l'Afrique, qui grâce à son port, peut vous permettre de donner encore, je dirais même un élément nouveau, mais un avantage concurrentiel aux opérateurs qui vendent vos croisières. Faites de Dakar cette escale au nom Dakar, un hub commercial que les commerciaux du port et la direction du port vont développer. Dakar, ville extrêmement importante qui doit faire un jumelage avec la ville de Miami. Miami se trouve à la pointe sud-est de l'État de Floride aux États-Unis d'Amérique. Son port a des relations de coopération avec le port autonome de Dakar depuis 1999 et cette coopération a été renouvelée en 2017. Allons découvrir à présent l'ambiance dans les marchés. Vous allez le voir, l'oignon n'est pas le seul produit qui reste inaccessible. Les prix des légumes en général ont aussi fortement augmenté ces derniers temps. Le constat au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies et à Thiaroye avec Mamadou Sakine. Venue faire ses courses au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies, Marie-Hélène Sambou a eu la surprise de sa vie. Toutes ses prévisions ont été fauchées. Nous sommes venus faire des achats pour une cérémonie en Casamance, mais nous avons trouvé le marché très cher. Je n'ai pas pu avoir tout ce que je voulais. J'ai tout dépensé. Là, nous sommes obligés de prendre une voiture arrivée payée pour entrer. Tout est cher. S'il y avait possibilité de reporter la cérémonie familiale, on allait le faire à cause de la cherté des prix.
Une hausse des prix des condiments ressentie par cette autre mère de famille. 1000 francs, quand une salade kilo 2200, non cher. Le marché est vraiment cher. Le kilo d'oignon coûte 1000 francs, le poivron vert est à 2200 francs le kilo. Tout a augmenté, c'est dur. Ailleurs, le constat reste le même. Au marché Thiaroye, connu pour la qualité abordable des prix des légumes, aujourd'hui la situation est tout autre. C'est cher partout. Je suis venue au marché avec 30 000 francs. Le sac n'est même pas plein. On vend 5 carottes à 1000 francs. Pour le chou, le kilo coûte 1500 francs. Avant, avec 700, 800, on pouvait avoir un chou. Même chose pour la carotte. Le panier de la ménagère a atteint un niveau insupportable, surtout pour ceux qui ont en charge une grande famille. Tout est cher. En ce début d'hivernage, les prix de plusieurs denrées de première nécessité ont flambé. Les populations demandent à l'État de réguler les prix, mais aussi de faire un suivi. Autre question, lutte contre les changements climatiques. Le Sénégal est un véritable moteur dans l'élaboration des stratégies long terme et résilientes à travers un acteur d'évaluation. Le ministère de l'Environnement, ENDA, et la plateforme 2050 sont revenus sur le document d'engagement du Sénégal élaboré en 2020. Les explications de Cherbambagay. Les changements climatiques sont devenus aujourd'hui une réalité incontournable et aucun pays ne peut éluder ses conséquences néfastes sur l'environnement. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre principale sur les stratégies sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Et la plateforme 2050 demeure un partenaire stratégique. On vient faire ici, c'est apporter notre soutien à la fois en termes d'expertise et financier aussi, pour l'avancée des travaux, pour s'assurer que l'ensemble des parties prenantes peuvent être partie intégrante de la discussion pour l'élaboration de la vision long terme du Sénégal vers un développement sobre en carbone, et pour aussi apporter notre expertise sur les méthodes qu'on peut mettre en place. Mais je trouve en fait au Sénégal déjà une expertise très forte en termes de planification. Le plan Sénégal émergent, mais la présence de Enda Energy aussi au Sénégal nous assure que les travaux vont être menés avec beaucoup d'attention. Et le Sénégal, à l'image des autres pays qui ont signé et ratifié l'accord de Paris sur le climat, a produit un document d'engagement validé en 2020 par le président Macky Sall en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, une obligation qui traduit la contribution nationale. Le Sénégal va entrer très bientôt à l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et comme vous le savez, les énergies fossiles sont aujourd'hui pointées du doigt comme étant l'un des responsables du réchauffement climatique. Donc cela veut dire qu'une vision à long terme pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique ne saurait faire l'économie de ce nouveau contexte de développement économique et social. Mais comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a déjà donné les grandes orientations à l'Assemblée générale des Nations unies. Il avait clairement dit que le Sénégal s'inscrit aujourd'hui dans une logique, n'est-ce pas, de relever la part des énergies nouvelles et renouvelables dans son mix énergétique. Déjà, nous avons dépassé les 30%, mais également de faire du gaz l'énergie de la transition. La question énergétique est donc au centre des préoccupations climatiques, l'utilisation des sols également avec son volet agricole. Et les États ont donc leur destin en main pour développer des stratégies long terme sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Nous en arrivons à la page des sports. Les Lions du basket sont rentrés à Dakar après leur défaite en finale contre le Nigeria à l'occasion de l'Afro-Basket 2023 au Rwanda. Elles ont été accueillies à l'aéroport international Blaise Diagne par les supporters, mais aussi par les autorités politiques et aéroportuaires. Maman Moussagnan et Lamine Fall. Ce sont des lions blessés, au visage fermé, qui ont foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. La République et l'AIBD, fidèles à la tradition, leur ont réservé un accueil chaleureux après un brillant parcours. L'équipe nationale nous a habitués à de très belles victoires. Cette fois-ci, ils nous reviennent en étant vice-champions d'Afrique. On l'a dit tout à l'heure, nous osons espérer que ce n'est que partie remise. Pour les prochaines campagnes, nous
espérons qu'elles viendront, les Lions, avec la couronne. On est venu aujourd'hui accueillir les Lions du basket qui sont vice-championnes d'Afrique. Et donc, AIBD étant sponsor leader de la Fédération sénégalaise de basketball, il était important qu'on soit là. On est venu aussi en tant que Sénégalais tout court parce que l'équipe nationale féminine du basket nous a fait vibrer lors de cette compétition. Mes mots seront des mots de remerciement. Remerciement d'abord à l'endroit de notre sponsor AIBD qui a toujours soutenu le basket, même pendant les moments difficiles. Je pense qu'on a déjà signé 3 conventions avec AIBD et toutes les fois que nous les avons sollicités, ils ont répondu présents pour soutenir le basket sénégalais. La victoire et la défaite sont au cœur de tout sport. Certes, elles ont perdu la finale, mais elles n'ont pas démérité. Nous n'avons vraiment pas les mots. On aimerait bien retourner avec la coupe, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Donc nous sommes très contents de tous les encouragements que nous avions reçus du peuple sénégalais. Et voilà, espérons que la prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Ça devait se passer comme ça. On s'est donné à fond, on a fait tout ce qu'il fallait, mais Dieu en a décidé ainsi. C'est un énorme plaisir de voir tout ce beau monde, malgré la médaille d'argent. Donc, alhamdoulilah, on est vraiment très contente. En bon Sénégalais, on voulait le trophée. C'est pour ça qu'on a tout fait. Et à la fin, on avait un sentiment inachevé. Mais vraiment, je suis très content, très fier de la prestation de l'équipe. Ça s'est joué à peu de choses. Et les filles, les Sénégalais ont tout donné. Moi, je suis fier de leur attitude et de leur engagement. Ces Lions ont fait rêver tout un peuple. Et ce rêve est encore permis pour les prochaines échéances qui pointent à l'horizon. La bande à Aya Traoré donne rendez-vous au mois de février pour les barrages des Jeux Olympiques Paris 2024. En attendant, Moustapha Gueye apprécie à sa juste valeur la médaille d'argent obtenue par les Lions à l'Afro-Basket. Il s'est aussi prononcé sur les accusations de Tiara Dillard, qui pense que l'équipe a été abandonnée par le coach. Une version démentie par Tafa Gueye, qui était hier l'invité de l'émission Galaxy Sport. On l'écoute. On n'a pas encore beaucoup de recul, hein. On vient juste d'arriver. Donc à chaud comme ça, je pense qu'il faut d'abord penser aux chiffres, à l'objectif qui nous a été assigné. C'était d'être dans le podium. Secrètement, on cherchait la première place, mais on a rencontré une bonne équipe du Nigeria. Vous savez, je le disais souvent, ça va se resserrer de plus en plus au niveau du basketball féminin africain. Des pays comme le Mali, comme le Mozambique, comme l'Angola qui est passé à côté, comme l'Égypte aussi, Cameroun. C'est difficile. Donc j'apprécie aujourd'hui, à sa juste valeur, vraiment cette performance, cette médaille d'argent, parce que gagner en Afrique deviendra de plus en plus difficile, même si cette fois on avait beaucoup de jeunes qui intégraient l'équipe. Le régissement, il va se poursuivre, on va mettre de plus en plus de jeunes. Comme ça, les années à venir, elles vont apprendre et capitaliser pour que le club puisse essayer de reprendre la tête du basket africain. Après la finale, il y a eu des propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux par Tiara Dillard, qui vous accuse d'avoir abandonné l'équipe à la mi-temps. En tout cas, c'est le poste qui a été fait et qui a été retiré après. Vous, en tant que coach, quel est votre avis sur ça? Est-ce que ça a été le cas à la pause? Vous avez abandonné l'équipe? Vous savez, pour ceux qui me connaissent, il y a eu vraiment des moments difficiles où non. Ceux qui me connaissent savent que je n'abandonne jamais. J'ai vécu des moments beaucoup plus compliqués où j'étais là pour diriger mon équipe en 2015, même cette année. Cette année, avant de jouer, quand on a perdu les 2 matchs, il fallait rencontrer l'Égypte, le Cameroun, le Mali. Non. Je ne suis pas de ce genre. Je pense sincèrement que c'est une erreur d'appréciation. À la mi-temps, je lui ai dit vertement ce que je pensais, surtout à elle, par rapport à sa défense. Elle n'a peut-être pas apprécié. Vous lui avez fait des reproches? J'ai dit vertement, j'ai dit vraiment ce que je pensais sur sa défense. Quand elle est revenue sur le terrain, je me suis dit que je vais changer d'approche. Être un peu plus souple et doux. Être dans la motivation, dans l'encouragement, pour voir ce que ça donne. Parce qu'elles étaient quand même sous tension. Ça ne servait à rien de leur en rajouter davantage. Donc c'est peut-être ça qui a
qui a fait qu'elle a pensé. Non, je ne suis pas de ce genre. C'est un problème. Faire un poste comme ça après une finale perdue, c'est pas une bonne chose. C'est peut-être un problème d'éducation. Parce que vous savez, contre l'Égypte, quand on a joué contre l'Égypte, Sierra, elle vient d'Égypte. Je suis allé la chercher en Égypte. Elle a mis 2 points. 2 points. Alors que c'est une joueuse qui vaut 29 points, 30 points par match. Je n'ai pas fait de poste contre elle, non. Nous, on a une éducation telle que quand on va en compétition, on y va ensemble, on joue ensemble et on évalue ensemble. Mais nous avons pris une Américaine dans notre équipe qui est venue avec sa culture, avec sa façon de voir les choses. J'ai déniché un talent que j'ai amené au Sénégal, mais nous n'avons pas pu. Nous aurions dû creuser davantage au niveau de sa mentalité, au niveau de pas mal de choses. Je pense que le poste qu'elle a fait... Elle a été phénoménale dans le tournoi. Hein, Vous savez, moi, je préfère garder ce que j'ai vu en Sierra. C'est un phénomène. Phénomène. Maintenant, on parle du poste. Je dis c'est un problème d'appréciation à sa façon. Le coaching que j'ai en deuxième temps, moi, je n'abandonne jamais. Jeux de la francophonie, la délégation sénégalaise est également rentrée à Dakar hier soir en provenance de Kinshasa avec 25 médailles dans ses valises. Le Sénégal a terminé à la 4e place au classement final des médailles, une position qui honore le sport sénégalais. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Moustapha Ndiaye et Thierno Diallo. Le Sénégal revient des Jeux de la francophonie avec le sourire aux lèvres. Le nombre de médailles obtenues place notre pays parmi les 4 premiers au classement général. Derrière, le Maroc, la Roumanie et le Cameroun. Les médailles que nous avons eues cette année sont de qualité parce que nous avons eu 10 médailles d'or et 9 médailles d'argent. Ce qui veut dire que nous avons pu au moins disputer 19 finales. Donc, et les 10 ont été remportés. Donc, cela nous satisfait amplement. Le comité olympique a mis 497 millions de francs CFA, compte non tenu des bourses que nous avons attribuées à d'autres et qui nous viennent du CIO. Si on met le total, ça nous fait presque 700 et quelques millions de francs CFA que nous avons mis donc dans la cagnotte pour les aider. Compte tenu donc des résultats qui ont eu lieu ici, une évaluation sera faite. Les sports individuels tels que l'athlétisme ont réalisé des performances pas des moindres à Kinshasa. La moisson a été vraiment très belle. Donc, sur une délégation de 12 athlètes, donc 10 ont été médaillés. Donc, nous avons pu récolter 8 médailles donc, pour ces Jeux-là. Donc c'est une satisfaction générale. Pourquoi? Parce que certes, nous nous y attendions, mais ce n'était pas trop évident. Parce qu'au regard du niveau de l'athlétisme sénégalais en ce moment, comparé à ce qui s'est passé il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, nous sommes dans la reconstruction. Autre discipline ayant donné satisfaction au Sénégal à ces Jeux, la lutte. Les combattants sénégalais ont régné à mettre sur le tapis et sur le sable. Ils sont battus vaillamment pour au moins donner au Sénégal 13 médailles. 6 en or, 2 en argent, 5 en bronze. Là également, on a un double médaillé, c'est Mamoudou Faye du ordinateur, qui a une médaille d'or en lutte olympique et une médaille d'or, n'est-ce pas, en lutte africaine. Durant ces 9e Jeux de la francophonie, la délégation sénégalaise a fait très bonne figure, tant au plan sportif que comportemental. Autre discipline, football, Coupe du monde féminine. Le dernier représentant africain, le Maroc, a été éliminé ce matin par l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés sur le score de 4-0. Le Maroc, qui en est à sa première participation, a souffert sur la pelouse de Brisbane. Suivons le résumé du match avec Ibrahim Mboupa. De cette partie de chasse infructueuse pour les Lions de l'Atlas. En face, Hervé Renard et ses joueuses ont rendu une copie propre en 8e de finale. Le suspense n'a pas trop duré dans cette affiche. Khadijatou Diani a ouvert le score dès la 15e minute d'une belle tête dans le but vide. Son 4e but en 4 rencontres. Diani seul dans cette défense, seul dans cette zone de vérité, comme ça, il n'y avait personne sur elle. Quelques minutes plus tard, la buteuse se mue en passeur. Khadijatou Diani offre à Kenza Dali la balle du 2-0. Plat du pied, poteau rentrant, Hervé Renard apprécie. Cueillie à froid, la défense marocaine manque de lucidité et se fait punir par Eugénie Le Sommer. Le Maroc encaisse 3 buts en l'espace de 9 minutes.
Première mi-temps prolifique de l'équipe de France, match totalement maîtrisé. Eugénie Le Sommer marque de nouveau en seconde période un doublé pour l'attaquante des Bleus qui donne plus d'ampleur au score. 4-0, la France retrouve l'Australie en quart de finale. Rappelez qu'en direction du Grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain, un CRD spécial se tient en ce moment même au ministère de l'Intérieur en présence de tous les acteurs concernés. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.